Aujourd'hui, quand je repense à cette nuit pluvieuse, où le froid me mordait jusqu'aux os sur le trottoir humide de Paris, tout prend sens. Antoine croyait m'avoir réduite au silence, pensant que ma vulnérabilité était une faiblesse, que mon apparence effacée cachait une âme sans profondeur. Il avait prononcé des mots, des menaces voilées, certains de son pouvoir, certains de la fragilité d'une femme à qui il venait de tout prendre. Il ne savait pas que mes yeux, pourtant baissés, observaient, enregistraient, patientaient. Le rideau de ma vie semblait s'être effondré, mais c'était en réalité le prélude à une révélation, le véritable début d'une histoire bien plus complexe que la sienne. À cet instant, il y avait un SUV noir qui m'attendait. À 45 ans, je m'appelle Céline Dubois et ma vie à Paris, aux côtés de mon fils Léo, âgé de 10 ans, avait trouvé une sorte de paix. Une paix tranquille, tissée de routines douces et de l'amour inconditionnel de mon enfant. Nous vivions dans un appartement modeste mais ensoleillé, près du jardin du Luxembourg. Chaque matin, le simple fait de voir le sourire de Léo au réveil était ma plus grande richesse, mon ancre dans le présent. Cette sérénité, si chèrement gagnée, fut ébranlée un après-midi ordinaire. Léo, avec sa curiosité d'enfant, fouillait dans une vieille boîte de souvenirs. Il en sortit un journal jauni, un article plié qui racontait une histoire ancienne, une histoire que j'avais cru enterrer. La photo montrait Antoine Leclerc, un homme que je connaissais trop bien, et un titre accrocheur, rempli de mots durs, parlait d'une femme rejetée, déshonorée. Je l'ai vu poser son petit doigt sur mon visage, à peine reconnaissable sur la photo, mon visage d'il y a 10 ans. Un frisson a couru le long de ma colonne vertébrale. Mon cœur s'est serré. Je n'avais jamais parlé à Léo de cette période sombre de ma vie. Comment expliquer à un enfant le prix de la trahison, l'humiliation publique, le sentiment d'être brisé? Je l'avais élevé dans la lumière, loin des ombres de mon passé. Pourtant, l'article était là, une preuve tangible de ce que j'avais tant voulu oublier. Il m'a regardé avec des yeux interrogateurs, ses petits sourcils froncés. J'ai senti une inquiétude sourde, une anxiété latente, remonter à la surface. Quelques jours plus tard, la vie a pris un virage inattendu. Léo et moi nous promenions tranquillement au jardin du Luxembourg, savourant la douceur de l'après-midi. Au détour d'une allée, mon regard a croisé celui d'Antoine Leclerc. Il était là, plus imposant que jamais, entouré d'une cour de personnes influentes. Le temps semblait s'être arrêté. Je me suis figé, une boule de glace dans le ventre. Je n'avais pas revu cet homme depuis le jour où il m'avait jeté à la rue. Alors que je tentais de me faire discrète, Léo, mon petit Léo, m'a échappé des mains. Avec une détermination que je ne lui connaissais pas, il a marché droit vers Antoine. Son pas était assuré, sa petite silhouette pleine d'une audace surprenante. Le cœur battant à tout rompre, je l'ai vu s'arrêter devant Antoine Leclerc, lever les yeux vers lui. Son visage, si jeune, était dénué de toute peur. Puis, d'une voix claire, d'une voix d'enfant mais qui résonnait avec une force inouïe, Léo a dit « Monsieur Leclerc, tout est à moi ». Le silence qui a suivi fut assourdissant. Antoine, cet homme si sûr de lui, a pâli. Son visage s'est tordu de surprise, puis de colère. Ses yeux, d'ordinaire si froids, lançaient des éclairs. Moi, j'étais là, déchiré entre le choc et l'admiration pour mon fils. Mes émotions se bousculaient, un mélange confus de peur pour Léo et d'une étrange fierté. Je savais que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Le passé, que j'avais voulu ignorer, venait de frapper à notre porte, par la voix innocente de mon enfant. Je comprenais que mon silence, tout mon travail pour bâtir cette paix fragile, ne suffirait plus. Il était temps d'affronter ce qui devait l'être, pour Léo, pour moi. Je me souviens de moi, il y a 10 ans, une jeune femme que la vie n'avait pas épargnée, mais qui gardait en elle une innocence certaine. J'avais 25 ans et je travaillais de longues heures au « Bœuf Charmant », un petit restaurant sans prétention dans le quartier de Belleville, à Paris. Mes revenus étaient modestes, juste de quoi vivre décemment, mais je nourrissais des rêves simples. Un petit studio avec une fenêtre donnant sur un coin de verdure, une vie où je n'aurais pas à compter chaque sou, une existence sans les excuses constantes. Rien de grand,
rien d'extravagant, juste une vie pour laquelle je n'aurais pas à m'excuser d'exister. Puis, un soir de pluie, Antoine Leclerc est entré dans ce restaurant. Il portait un costume bleu marine impeccable, le genre que l'on ne voit que dans les magazines. Sa montre, une Rolex brillante, valait sans doute plus que plusieurs années de mon loyer. Il était grand, élégant, et son regard, bien que perçant, avait une intensité qui m'a tout de suite frappé. Il a remarqué ma présence, moi, la serveuse discrète qui s'efforçait de mémoriser chaque commande. Il a été le premier homme à me faire sentir visible, à me donner l'impression que je comptais. Ses compliments étaient subtils, ses attentions généreuses. Un pourboire de 100 €, glissé discrètement après un dîner, m'avait laissé bouche bée. Il riait à mes blagues, se souvenait de mon anniversaire avec des fleurs inattendues. Il me disait que j'étais plus brillante que les lumières de la ville, plus pétillante que le champagne qu'il buvait. J'étais naïve, je l'avoue. Mon cœur de jeune femme, avide de reconnaissance et d'un peu de douceur, n'avait aucune chance face à cet homme qui semblait détenir toutes les clés du bonheur. En moins de 3 mois, j'ai quitté mon petit monde pour son appartement luxueux, un duplex surplombant la Seine, où les lumières de Paris scintillaient comme des diamants éparpillés. 6 mois plus tard, nous étions mariés, un conte de fées pour la jeune femme que j'étais. Au bout d'1 an, j'étais enceinte de Léo, notre enfant. Tout semblait parfait en surface, mais sous le vernis doré, une sensation étrange a commencé à s'installer. 15 mois après notre union, j'ai réalisé que j'étais redevenu invisible. Non pas pour le monde extérieur, mais pour Antoine, et pire encore, pour moi-même. Dans cette vie de luxe, au milieu des grands espaces, je me sentais plus seul que jamais. Ses attentions s'étaient muées en une forme de possession. Mes rêves simples avaient été remplacés par les siens, mes désirs par ses attentes. Le bruit de la ville, autrefois si fascinant, résonnait désormais comme un écho lointain de ma propre solitude. C'était la première fissure, subtile, dans le miroir de mon bonheur illusoire. Au fil des mois, le voile de l'illusion s'est déchiré, petit à petit. Chaque jour apportait son lot de petites attentions qui, insidieusement, se transformaient en chaînes invisibles. Antoine avait un don singulier pour le contrôle, un talent pour tisser une toile si finement qu'on ne l'apercevait pas avant d'être déjà enlacé. Au début, tout cela était masqué sous les traits les plus séduisants de l'affection et de la protection. Il voulait que je sois en sécurité, que je n'aie aucun souci dans cette nouvelle vie de luxe. Il arrangeait tout, anticipait mes besoins, semblait lire mes pensées, et cela, je l'avoue, me flattait. Je me sentais enfin choyé, protégé, loin des incertitudes de mon passé. Mais cette protection s'est transformée, sans que je ne m'en rende compte sur l'instant, en une responsabilité pesante, puis en un droit absolu sur ma personne et ma vie. Mes cartes bancaires, qui n'étaient plus tout à fait les miennes, devenaient des outils qu'il gérait pour mon bien. Mes propres dépenses, même les plus triviales, devaient être justifiées, discutées, approuvées. Mon emploi du temps, qui était autrefois le mien, est devenu une série d'engagements qu'il organisait, de rendez-vous qu'il planifiait. Chaque sortie, chaque rencontre avec une amie, était soumise à son approbation tacite, ou parfois explicite. Mes anciennes amies s'éloignaient, doucement, naturellement, car ils trouvaient toujours un motif, une raison subtile, pour que je ne les voie pas, pour que je préfère rester à la maison, avec lui. L'accès même à l'appartement, ce sanctuaire de notre amour, était implicitement surveillé, mes allées et venues interrogées par un regard, un silence, une question apparemment innocente. Il décidait tout, sous prétexte de vouloir mon bien, de me guider, dans ce monde qu'il jugeait trop complexe pour moi. Je me souviens si bien de ces phrases récurrentes. « Je te protège, ma chérie. » Il le disait avec une tendresse feinte, une caresse dans la voix, et je m'y accrochais. Puis, le ton a changé. « C'est ma responsabilité de veiller sur nous, sur notre avenir. » La douceur a laissé place à une forme de solennité, de devoir qui écrasait toute spontanéité. Enfin, de manière plus insidieuse, plus directe, plus glaçante, c'est mon droit de savoir où tu es, avec qui tu parles, ce que tu fais. La douceur s'était envolée, remplacée par la revendication pure,
le début d'une possession. Je me sentais étouffé. Une sensation d'impuissance me submergeait, un sentiment d'être à la fois choyé et enfermé. C'était une prison dorée, où chaque barre était faite de promesses brisées et d'attentions superficielles. À 7 mois de grossesse, cette sensation s'est accentuée. Mon corps changeait, se préparait à la maternité, mais mon esprit, lui, se sentait de plus en plus éteint. J'étais devenu une simple invitée dans ma propre vie, une ombre silencieuse dans notre appartement somptueux, où mes murmures se perdaient dans les hauts plafonds, sans jamais atteindre Antoine. Cette solitude était immense, d'autant plus cruelle qu'elle s'exprimait au milieu de tant de luxe, de tant de choses qui auraient dû me combler. Je me suis menti, oh oui, je me suis menti à moi-même, avec une persistance désespérée. Je me disais que l'amour demandait de la patience, que chaque relation avait ses hauts et ses bas. Je me raccrochais à l'idée que le stress des affaires, la pression de son monde, rendait Antoine parfois cruel, parfois distant. Je voulais croire que l'homme que j'avais épousé, celui qui m'avait fait me sentir visible au « bœuf charmant », celui qui avait allumé en moi une étincelle d'espoir, reviendrait. Cet espoir fragile était mon seul refuge. Je me raccrochais à l'idée que ce n'était qu'une mauvaise passe, que tout irait mieux quand le bébé serait là, quand la vie prendrait un nouveau sens. Mais les signes avant-coureurs étaient là, de plus en plus nets, de plus en plus douloureux. La semaine précédant l'ultime rupture, une fissure s'est ouverte dans mon déni. J'ai découvert qu'Antoine avait transféré tous nos comptes joints, ceux qui portaient nos 2 noms, à son seul nom. Une simple feuille, trouvée par hasard. Une banque, un relevé. Il avait parlé des efficacités financières, avec son calme habituel, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Une efficacité qui me laissait sans un sou, sans aucune autonomie. Mon cœur s'est serré. C'était un coup froid, calculé. Quelques jours plus tard, j'ai entendu par hasard une de ses conversations téléphoniques. Sa voix, dure, remplie d'agacement, résonnait dans le couloir. Il se plaignait amèrement de mes nausées matinales qui, selon lui, le faisaient arriver en retard à des réunions cruciales, lui coûtaient du temps, de l'argent peut-être. Mes maux, ma grossesse, devenaient un fardeau, une nuisance pour sa carrière impeccable. Ces mots m'ont transpercé, plus douloureux que n'importe quelle douleur physique. J'étais un obstacle, une entrave. La nuit précédant le grand effondrement, une dernière découverte, la plus amère de toutes. J'ai trouvé une paire de boucles d'oreilles en diamant, serties d'une façon exquise, brillante de 1000 feux, sous notre lit. Des pierres magnifiques, étincelantes, que je n'avais jamais vues, jamais portées, et qui ne m'avaient jamais été offertes. Elles n'étaient pas pour moi. Elles étaient pour quelqu'un d'autre. Une autre femme. Le constat s'est imposé, brutal, sans appel. Chaque découverte était un coup, une piqûre qui réveillait la réalité. Je continuais à espérer, à me mentir, mais le tissu de mes illusions s'effilochait de plus en plus. Je protégeais l'image d'un homme qui, en vérité, ne me protégeait plus, et qui me détruisait même à petit feu. J'étais seul, une solitude immense, malgré le luxe qui m'entourait. Mon enfant, en moi, était ma seule consolation, la seule présence réelle et aimante dans ce désert de faux semblants. La conscience de la trahison, de l'abandon, commençait à émerger, lente, inévitable. Mon réveil était douloureux, mais il était en marche. Le souvenir de ce jour-là est gravé en moi, non pas comme une simple marque, mais comme une blessure ouverte qui ne s'est refermée qu'avec le temps. La pluie tombait sur Paris ce soir-là, une pluie froide, acérée, qui transperçait les vêtements et l'âme. Je trébuchais hors des portes tournantes de Capital Leclerc, la société d'Antoine. Chaque pas était une douleur, un poids supplémentaire à porter. J'étais enceinte de 8 mois, mon corps lourd, mon esprit plus lourd encore. J'étais trempé jusqu'aux os, ne serrant dans mes mains qu'une simple chemise de papier déchirée, un triste vestige de ce qui avait été ma vie. J'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans une flaque d'eau. Mon mascara avait coulé sur mes joues, mes cheveux sombres collaient à mes tempes. Mon manteau, bon marché, effiloché aux manches, pendait lourdement autour de mon ventre arrondi. Je ne ressemblais ni à une épouse,
ni à une future mère. Je ressemblais à une âme perdue, un fantôme errant entre les néons cruels de la ville. Derrière moi, le bâtiment de verre et d'acier étincelait d'une puissance que je n'avais jamais possédée. Une puissance qui, à cet instant, m'écrasait de tout son poids. À l'intérieur de ces murs de verre froid, se tenait l'homme qui venait de briser ma vie, Antoine Leclerc, mon mari. Quelques instants auparavant, dans la salle de conférence au sol de marbre poli, il n'avait même pas daigné baisser la voix. Ses paroles avaient résonné, claires et brutales, comme un coup de couteau en plein cœur. « Tu es morte », avait-il dit, sans la moindre once d'émotion. Ces mots, je les ai entendus comme une sentence irrévocable, la fin de tout. Ah, attends, Céline. Laisse les papiers. Laisse l'alliance. Laisse tout. J'ai vu Chloé Bernard, sa nouvelle assistante, une jeune femme à peine âgée de 24 ans, se tenir derrière lui. Elle arborait un sourire narquois, un sourire de victoire, comme si elle avait déjà conquis le trône, ma place. Romain Duval, le chef de la sécurité d'Antoine, un homme imposant et silencieux, m'a attrapé et m'a traîné hors de la pièce. Je n'ai pas pu me défendre, je n'ai pas pu prononcer un mot. Ma voix s'était éteinte, noyée sous le flot de l'humiliation. Les dernières paroles d'Antoine ont résonné dans le grand hall de verre alors que les portes se refermaient, me coupant du monde que j'avais cru être le mien. Et ne t'embête pas à supplier. J'en ai assez de financer ta petite vie. Ma petite vie. Ces mots me hantaient, ils résonnaient dans ma tête comme une litanie cruelle. Une rafale de vent a arraché la chemise de mes mains. Les photos d'échographie de Léo, ces images fragiles de notre futur, se sont éparpillées sur le trottoir, comme autant de promesses brisées, emportées par le vent et la pluie. Je me suis agenouillée, tremblante, mes mains glacées tentant désespérément de les ramasser avant que la pluie n'efface l'encre, avant que le monde entier ne les emporte. Les voitures passaient à toute vitesse, éclaboussant mes jambes, tandis que les passants pressaient le pas, sans un regard, sans une once de compassion. Paris ne ralentit pas pour la misère humaine. Cette ville, qui m'avait jadis fasciné par sa beauté, me semblait maintenant indifférente, cruelle. Mon bébé a donné un coup de pied fort, un mouvement vif et urgent. C'était comme s'il me suppliait de continuer, de ne pas abandonner. J'ai murmuré, ma voix tremblante, à peine audible, j'essaie, mon amour. J'essaie. Mais je n'étais plus sûr de me croire moi-même. L'espoir était une flamme vacillante, prête à s'éteindre à tout moment. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un son strident, presque agressif. Je m'attendais à un autre message cruel d'Antoine, une autre menace concernant les avocats ou la garde de Léo. Mon cœur, déjà lourd, se serrait à chaque vibration. Au lieu de cela, l'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu. J'ai ignoré le premier appel, le deuxième, le troisième. Mais il a sonné encore et encore, sans relâche, avec une insistance presque dérangeante. Finalement, avec une résignation lasse, j'ai répondu. Une voix masculine, calme, étonnamment sereine, a traversé la cacophonie de la tempête. Céline Dubois. J'ai gelé. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Personne, absolument personne, ne m'avait appelé par mon nom de jeune fille depuis des années. Mon nom, mon identité d'avant Antoine, était comme un écho lointain, un passé oublié. Qui est-ce ? L'ai-je chuchoté, ma voix à peine un filet d'air. La voix a répondu, chaque mot pesant lourdement dans le silence assourdissant qui m'entourait, quelqu'un qui connaissait votre mère. Mon cœur a manqué un battement. Ma mère. Éléonore. Et quelqu'un qui doit vous avertir. Antoine Leclerc n'en a pas fini avec vous ce soir. Mon souffle s'est coupé. Une anxiété nouvelle, plus profonde encore, m'a envahi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ai-je demandé, ma voix tremblant de peur et de confusion. À cet instant précis, un éclair a zébré le ciel parisien, illuminant un SUV noir qui s'arrêtait lentement, silencieusement, à mes côtés. La vitre teintée a glissé millimètre par millimètre, révélant une silhouette à l'intérieur. Mon ventre s'est noué. Une appréhension glaciale m'a envahi.
À l'intérieur, se trouvait la dernière personne que je m'attendais à voir. Je sentais mon cœur battre la chamade contre mes côtes. C'était un visage que j'avais croisé des années auparavant, un instant fugace, mais qui allait bientôt changer la trajectoire de ma vie, me connectant à un passé que je ne savais pas posséder et à un futur que je n'aurais jamais pu imaginer. Un lien inattendu, une chance, une nouvelle énigme dans ma vie brisée. Je me suis senti attiré, malgré la peur et le froid qui me mordaient jusqu'aux os, vers le SUV noir. Chaque pas était lourd, mes pieds trempés résonnaient sur le trottoir humide de Paris. Quand la vitre s'est abaissée complètement, j'ai reconnu l'homme à l'intérieur. C'était Maxime Delacroix. Son visage, éclairé par les lumières fugaces de la ville, était serein, dénué de la moindre trace de panique. C'était l'homme que j'avais servi des années auparavant au « bœuf charmant », celui qui m'avait donné ce pourboire de 100 €, en me disant que mon sourire était porteur d'espoir. Je me souvenais de son stylo Montblanc impeccable, d'un éclat discret, de sa voix douce, et de cette tristesse particulière dans ses yeux, comme s'il connaissait trop bien les peines et les complexités de la vie. À l'époque, il n'était qu'un client parmi d'autres, une figure élégante et lointaine. Je n'aurais jamais imaginé qu'il était le PDG de Dominion Delacroix, un nom murmuré dans les conseils d'administration de Wall Street et de la Défense, avec un mélange de respect et de crainte. Un homme dont la société possédait des gratte-ciel le long des Champs-Élysées et des hôtels s'étendant de Paris à d'autres capitales européennes. Un homme qui, en toute logique, n'avait aucune raison de connaître mon nom, mon humble nom de jeune fille. Pourtant, ce soir-là, il le connaissait. Et il était là, pour moi. Je suis monté dans le SUV, grelottant tandis que la chaleur des bouches d'aération m'enveloppait. C'était un réconfort physique bienvenu, mais mon esprit restait glacé par la confusion et l'angoisse. Maxime a retiré son propre manteau, un cachemire gris anthracite d'une douceur incroyable, et l'a délicatement posé sur mes épaules. Le geste était simple, mais il portait une sollicitude inattendue. « Vous êtes transi de froid ?» a-t-il dit doucement, sa voix grave et apaisante. Je le fixais, mes yeux tentant de percer le voile de mystère qui l'entourait, essayant de calmer ma respiration saccadée. « Comment me connaissez-vous » ai-je demandé, ma voix encore tremblante. « Et que vouliez-vous dire par « Antoine n'en a pas fini avec moi » La mâchoire de Maxime s'est contractée un instant. Son regard, toujours aussi intense, a balayé l'extérieur, comme s'il évaluait une menace invisible. « Nous devrions parler en sécurité. »« Pas ici. »« En sécurité de quoi » ai-je murmuré, mon cœur battant la chamade. Il n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, il a fait un signe au chauffeur, et le SUV s'est fondu dans le trafic parisien, glissant avec une fluidité déconcertante devant les vitrines scintillantes du faubourg Saint-Honoré, indifférent à la tempête. La ville paraissait différente de derrière les vitres teintées de ce véhicule. Moins dure, plus lointaine, comme un monde auquel je n'appartenais plus, un monde qui s'éloignait à chaque mètre parcouru. Nous nous sommes dirigés vers le quartier des affaires, vers l'imposante tour de la Croix. La silhouette de la tour, majestueuse et scintillante, dominait l'horizon. C'était un lieu que j'avais vu une seule fois, en photo, dans un de ces magazines de luxe qui traînaient parfois chez Antoine. J'avais admiré son hall de marbre poli, ses vues imprenables sur les toits de Paris et sur la tour Eiffel. Mes chaussures trempées, mon manteau effiloché, mes cheveux collés à mes tempes par la pluie, je me sentais terriblement déplacé. Une intruse dans un monde qui n'était pas le mien. Quand les portes de l'ascenseur privé se sont ouvertes sur le 49e étage, sur l'appartement de Maxime, j'ai oublié comment respirer. Le Penthouse n'était pas seulement luxueux, il était un autre monde. Des baies vitrées du sol au plafond révélaient toute la ligne d'horizon de Paris, scintillant comme des milliers de diamants éparpillés sur un tapis de velours noir. Un grand piano à queue trônait près de la vitre, un salon meublé de cuir souple de couleur crème et de chêne poli s'étendait à perte de vue. Une légère odeur de cèdre flottait dans l'air, douce et apaisante. « Pourquoi suis-je ici » ai-je finalement demandé, ma voix brisée par l'épuisement et la confusion. Maxime m'a fait signe de m'asseoir sur un de ces canapés en cuir souple. Chaque mot qu'il allait prononcer portait un poids immense, je le sentais.
Parce que votre mari s'est assuré que vous n'aviez nulle part où aller. Mon cœur s'est serré. C'était la confirmation que mes pires craintes étaient fondées. Antoine m'a chassé. Mais c'est tout, n'est-ce pas? J'essayais de me raccrocher à une dernière illusion, une dernière parcelle d'espoir que la nuit ne serait pas pire que ce qu'elle avait déjà été. Les yeux de Maxime se sont assombris. Son regard est devenu grave. Céline. Antoine a déposé une injonction il y a 1 heure. Chaque mot était prononcé lentement, distinctement, comme pour s'assurer que je comprenne bien l'horreur de la situation. Il vous accuse de détournement de fonds de sa société. Mes genoux ont fléchi sous moi. La force m'a manqué, et je me suis laissé tomber sur le canapé. C'est impossible. Je n'ai jamais touché. Ma voix s'est éteinte, étranglée par l'incrédulité et l'indignation. Je n'avais jamais manipulé un centime de ses comptes, encore moins détourné quoi que ce soit. Ma vie n'avait jamais été celle de l'argent facile. Je sais, a-t-il dit, sa voix restant posée, calme, mais il a des preuves. Fabriquées. Professionnellement. Mon souffle s'est figé. C'était une accusation glaciale, un vide sidéral qui m'envahissait. Des preuves. Contre moi. Et ce n'est pas le pire, a ajouté Maxime. Je l'ai regardé, mes yeux fixés sur les siens, cherchant une explication, un réconfort qui ne venait pas. Qu'a-t-il fait d'autre, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Maxime a expiré lentement, comme s'il pesait chaque mot avant de le laisser s'échapper. Il a également déposé une demande pour vous retirer la garde de votre enfant. Mon monde s'est réellement effondré à cet instant précis. Non pas 1 fois, mais 2 fois. 1 fois à cause d'Antoine, de sa cruauté calculatrice. Et une seconde fois, plus profondément encore, à cause de cette vérité sur ma mère, Éléonore Dubois, une femme que je pensais connaître, une femme dont l'ombre planait désormais sur ma propre tragédie. Maxime a alors commencé à expliquer. Ma mère, Éléonore Dubois, n'était pas morte. Elle avait disparu. Elle s'était effacée pour me protéger, pour nous protéger de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. Elle était la propriétaire principale de Dominion Dubois, une institution financière que je ne connaissais même pas, un fonds d'investissement d'une ampleur considérable. Ma mère, la serveuse discrète, la femme aux mains de fée, était en réalité une femme de pouvoir immense, une visionnaire. Avant sa disparition, elle avait confié à Maxime la tâche de gérer ce fonds, jusqu'à ce que son héritier, moi-même, soit prêt à en prendre la charge, ou en danger. Le danger était arrivé. Le coup de grâce est venu quand Maxime a révélé que Dominion Dubois, sous les directives secrètes de ma mère, avait commencé, des années auparavant, à acquérir discrètement des parts dans Capital Leclerc. Des parts de contrôle. Mon cœur a martelé mes côtes. Cela signifiait que, malgré toutes les apparences, ma mère avait prévu cela. Elle avait anticipé la folie des grandeurs d'Antoine, sa soif insatiable de pouvoir. Mon monde, autrefois si petit et fragile, s'est soudainement étendu, révélant des profondeurs insoupçonnées, des liens complexes que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon passé n'était pas simple. Mon présent était un champ de bataille. Et mon avenir, lié à cet héritage puissant et dangereux, était plus incertain que jamais. J'étais la cible d'Antoine, l'héritière d'un secret, et la mère d'un enfant dont l'avenir dépendait de ma capacité à comprendre et à combattre. La lumière froide de l'écran de télévision traçait une traînée blafarde sur mon visage, révélant la fatigue et les cernes profonds. J'étais assise sur le canapé moelleux du pantouse de Maxime, mon corps encore parcouru de frissons, non plus de froid, mais d'une rage brûlante. Sur le grand écran, Antoine apparaissait, élégant comme à son habitude, son air grave et vertueux. Pourtant, chaque mot qu'il prononçait était une lame qui me transperçait. À ses côtés se tenait Chloé Bernard, une femme que j'avais crue mon amie, affichant désormais une fausse douleur, acquiesçant à chaque calomnie d'Antoine. Je regrette profondément d'avoir à annoncer cela, dit Antoine, sa voix empreinte d'une tristesse calculée, mais ses yeux brillaient de triomphe, mais mon épouse, Céline Dubois, a détourné une somme considérable de Capital Leclerc. Nous possédons des preuves irréfutables.
Ensuite vint Chloé, les larmes aux yeux, je n'arrive vraiment pas à croire que Céline ait fait ça. C'est une amie, mais les chiffres, ils sont trop clairs. J'ai essayé de la raisonner. Ces mots, leur effronterie, m'avaient figé. Non pas d'effroi ou de désespoir, mais d'une colère incandescente qui jaillissait en moi, embrasant ma poitrine. Cette fureur était plus intense que n'importe quelle peur. Elle balaya les derniers vestiges de ma faiblesse, de la femme soumise qui ne faisait que pleurer en silence. L'image de moi, fragile, tremblante, acceptant mon destin, avait été entièrement consumée. Je serrais les poings, mes ongles s'enfonçant dans ma chair. La douleur cuisante me ramenait à la réalité. J'avais cru pouvoir vivre une vie normale, loin des ennuis du passé, des secrets que ma mère avait enterrés. Cette illusion volait en éclats comme du cristal sur le marbre. Il n'y avait plus de normalité. Plus de fuite. Seulement l'affrontement. Maxime, assis à côté de moi, observait ma réaction en silence. Son regard était empreint de compréhension et d'une pointe de satisfaction. Il savait que c'était le moment du basculement. « Eh bien, au moins ils ont clarifié les choses », dit-il d'une voix grave et posée, mais je sentais un encouragement tacite. « Je pense que nous devrions commencer par chercher ce que votre mère a laissé. » J'acquiesçai, les yeux rivés sur l'écran où Chloé achevait sa mascarade. « Je suis prête, » dis-je, ma voix rauque mais emplie d'une détermination nouvelle. « Antoine va payer. Et Chloé, elle aussi. » Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai près de la fenêtre, contemplant Paris, majestueuse dans l'obscurité, mais mon esprit tourbillonnait de calomnies, de trahisons et des mystères que ma mère avait laissés. Je réalisais que la vraie force ne résidait pas dans la fuite, mais dans la confrontation avec la vérité, dans la protection de ce qui m'était cher, mon fils, et mon honneur. Le lendemain matin, Maxime me conduisit à une vieille demeure aux abords de Paris. La maison, cachée derrière des arbres touffus, dégageait une atmosphère de sérénité et de dignité, contrastant vivement avec l'agitation de la ville. Lorsque le vieux portail en fer s'ouvrit, je vis un homme qui nous attendait sur le perron. Il était grand, ses cheveux gris étaient épais, et ses yeux bleus profonds reflétaient une certaine mélancolie mais aussi une grande résolution. « Céline, voici Marc Dubois », présenta Maxime. « Votre oncle. » « Mon oncle ?» murmurai-je, sous le choc. Je n'avais jamais su que j'avais un oncle. La famille de ma mère avait toujours été une zone d'ombre, un mystère. Marc Dubois s'avança, ouvrant grand les bras. J'hésitai un instant, puis une chaleur et une étrange familiarité m'attirèrent dans son étreinte. C'était un geste solide, empreint de la chaleur familiale, de ces racines que je croyais avoir perdues. Les larmes me montèrent aux yeux, non de tristesse, mais de soulagement, de ne plus me sentir seul. « Ma nièce, » dit-il d'une voix grave et douce, « enfin nous nous rencontrons. » Il recula un peu, me tenant fermement la main. « Éléonore, elle m'a tant parlé de toi. » Elle savait que ce jour viendrait. Nous nous installâmes dans le salon chaleureux de Marc, entouré de bibliothèques remplies de livres et de l'odeur du vieux bois. Marc me raconta Éléonore, son enfance, son intelligence et son courage. Il me parla de la confiance immense que ma mère lui avait accordée, lui confiant la responsabilité d'aider Maxime à me protéger et à préserver Dominion Dubois. « Votre mère était une femme extraordinaire, Céline, » dit Marc, son regard lointain. « Elle avait une vision. Elle vous a préparé, même si vous l'ignorez. » Marc me tendit une enveloppe jaunie, soigneusement scellée. « C'est ce qu'Éléonore vous a laissé. Elle a dit de ne l'ouvrir que lorsque vous seriez vraiment prête, que vous en auriez vraiment besoin. » Mes mains tremblèrent en saisissant l'enveloppe. Son poids était plus lourd que je ne l'avais imaginé, non seulement des papiers, mais tout le fardeau d'un passé, un message de la mère que je croyais perdu. J'ouvris l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur se trouvait un dossier de documents manuscrits de ma mère, quelques papiers juridiques complexes, et une petite clé en cuivre portant le numéro 47. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, ma voix calme, mais mon cœur battait la chamade. « Cette clé est celle d'un coffre-fort à la Banque nationale de France », expliqua Marc.
Votre mère y a gardé les preuves les plus importantes. Des preuves qui peuvent faire tomber Antoine, et peut-être même celui qui se cache derrière lui. Maxime acquiesça, son visage grave. Nous devons comprendre qui est cette personne derrière Antoine, Céline. Nous l'appelons K. K. Répétai-je, sentant un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. C'est une puissance occulte, une ombre qui contrôle de nombreuses grandes entreprises en Europe, expliqua Maxime. Il manipule les marchés financiers, la politique, et même les médias. Antoine n'est qu'un pion dans son jeu. K veut prendre le contrôle de Dominion Dubois, et c'est pourquoi il veut vous éliminer. À quel point est-il dangereux? Demandai-je, ma voix presque un murmure. Marc ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Il ne recule devant rien, Céline. Violence, chantage, meurtre, tout ce qui peut lui permettre d'atteindre ses objectifs. Votre mère a passé sa vie à le combattre. L'atmosphère dans la pièce devint lourde. La vérité sur K était trop effrayante, me donnant le sentiment d'être confronté à un monstre invisible, à un réseau obscur que je ne pouvais imaginer. Mais en même temps, la flamme de la colère en moi brûlait encore plus fort. Je ne pouvais pas laisser K détruire ma vie, l'avenir de mon fils, et anéantir l'héritage de ma mère. Au même instant, la sonnette retentit avec insistance, brisant le silence. Marc se leva, le visage vigilant. Qui est-ce? Maxime regarda l'écran de la caméra de sécurité. C'est Chloé Bernard, dit-il, surpris. Elle a l'air très effrayée. Quelques minutes plus tard, Chloé entra dans la pièce, les cheveux en désordre, les vêtements froissés, le visage livide et les yeux rougis par les larmes. Elle n'avait plus la fausse contenance aperçue à la télévision, il ne restait qu'une femme paniquée au plus haut point. Céline! S'écria-t-elle, se précipitant vers moi comme une noyée s'accrochant à une bouée. Je suis désolé. J'ai eu tort. Antoine, c'est un démon. K, il va me tuer. Je la regardai, sans la moindre pitié. Vous m'avez calomnié à la télévision, Chloé. Pensez-vous que je vais vous croire? Je sais. Je sais que je mérite d'être haï. Chloé s'effondra à genoux, les larmes coulant à flots. Mais je n'avais pas le choix. Antoine m'a forcé. Il a menacé de détruire ma famille, de tuer mon petit frère si je ne suivais pas ses ordres. Il a de fausses preuves contre moi. Étage K. K est le plus terrifiant. Marc et Maxime échangèrent un regard. L'arrivée de Chloé était une énorme surprise, mais il était clair qu'elle était acculée. Qui est K? Demanda Maxime, sa voix froide et ferme. Chloé frissonna. C'est le président d'un fonds d'investissement opaque appelé Shadow Syndicate. Il manipule Antoine depuis longtemps. Antoine n'est qu'une façade. K veut Dominion Dubois parce que votre mère, Éléonore, l'a bloqué de nombreuses fois par le passé. Il veut se venger et s'emparer de tous les biens de votre mère. Elle haleta, essayant de retrouver son calme. K, il a ordonné à Antoine de rassembler toutes les preuves contre vous, pour que vous ne puissiez pas récupérer la garde de votre enfant et que vous ne puissiez pas hériter de Dominion Dubois. Il ne veut que vous n'ayez aucun pouvoir. Il a infiltré ses hommes à Capital Leclerc pour falsifier les registres et vous accuser. Comment savez-vous tout cela? Demandai-je, pleine de méfiance. J'ai secrètement copié des documents de l'ordinateur d'Antoine, dit Chloé, sa voix tremblante. Ces documents montrent que K planifiait cela depuis très longtemps. Il connaissait Dominion Dubois, il connaissait le plan d'Éléonore. Il savait même où votre mère avait caché les preuves. Les derniers mots de Chloé nous laissèrent tous stupéfaits. Un long silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par les halètements de Chloé. Si K savait déjà pour les preuves de ma mère, alors le coffre-fort numéro 47 pourrait ne plus être sûr. Cette bataille n'était pas seulement une bataille juridique ou d'honneur, mais une course contre la montre, contre un ennemi invisible mais extrêmement dangereux. La flamme en moi, déjà vive, brûlait désormais plus ardemment encore, éclairant le chemin ardu devant moi.
Je ne reculerai pas. Jamais. La révélation de Chloé a tendu l'atmosphère. L'air est devenu lourd d'une tension palpable. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, macabres et effrayantes. Nous savions qu'Antoine avait un espion, un œil et une oreille dans notre cercle. Maxime, avec son calme habituel, a commencé à examiner chaque détail, chaque mouvement suspect. C'est alors que nous avons compris. Romain Duval, le chef de la sécurité de Maxime, celui-là même qui m'avait traîné hors du bureau d'Antoine, était l'homme de K. Il avait tenté de récupérer l'enveloppe de ma mère, mais Maxime avait été plus rapide. La trahison se nichait partout. K n'a pas tardé à réagir. Un message anonyme est apparu sur mon téléphone, m'invitant à me rendre seul à l'ancien appartement de ma mère, une adresse à Belleville. C'était un piège, une tentative désespérée de m'isoler. Mais la femme fragile que j'avais été n'existait plus. Je ne serai plus jamais seul. Nous irons ensemble, ai-je dit, mon regard balayant Maxime et Marc. Ils ont acquiescé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Nous sommes arrivés à l'immeuble. L'ancienne demeure de ma mère, chargée de souvenirs, était devenue le théâtre d'une confrontation inévitable. Antoine Leclerc était là, arrogant, souriant de manière cruelle, comme s'il avait déjà gagné. À ses côtés, le courtier, une silhouette sombre, énigmatique, le visage masqué par une capuche. L'air était électrique, chargé de menaces tacites. Chloé Bernard, qui nous avait accompagnés, se tenait derrière nous, tremblante. Antoine a commencé son monologue, raillant ma faiblesse passée, ma prétendue incapacité à le défier. Il se vantait de sa victoire imminente, de la garde de Léo, de son empire à venir. Mais Maxime, d'un geste calme, a sorti un petit appareil. D'un simple clic, le hall a été rempli de la voix d'Antoine, enregistrée par un employé de Capital Leclerc. Ces paroles, froides et calculatrices, ont résonné, elle perdra la garde avant même de réaliser qu'elle se bat. Un enfant élevé par moi devient un atout. Elle aurait dû rester silencieuse. Le visage d'Antoine est devenu livide. La vérité, si longtemps cachée, éclatait au grand jour. Je l'ai regardé, sans haine, juste avec une profonde tristesse pour l'homme qu'il était devenu. Mais la surprise la plus sombre restait à venir. Le courtier, immobile, s'est tourné vers Antoine. Sa voix, mécanique et glaciale, a prononcé des mots qui ont gelé le sang dans mes veines. Vous avez compromis l'opération. Antoine Leclerc est devenu un passif. Et sans un mot de plus, sans une hésitation, le courtier a levé son arme et a tiré. Le coup de feu a déchiré le silence. Antoine Leclerc s'est effondré. Le choc sur son visage était presque enfantin, comme si la trahison n'avait jamais effleuré son esprit impitoyable. Marc, avec une rapidité fulgurante, a percuté le courtier. L'arme est tombée sur le sol. Maxime, réagissant instantanément, l'a éloigné d'un coup de pied. La bataille était courte, brutale. Le courtier s'est battu avec une efficacité effrayante, mais face à la coordination de Marc et Maxime, il n'avait aucune chance. Des sirènes ont commencé à hurler au loin. La police, le FBI, alerté par Maxime, arrivait. La nuit touchait à sa fin. Si qui ve konge en y, xin et jup toi bin la s un bendi, toi bit rngvn ko nhng ngibn ng kung toi trom suan tranet. S indin ca qui ve languin ng vient hélène nht toi côté h kati phn kui kung ca kochuin. Le jour se levait doucement sur Paris, mais pour moi, il marquait la fin d'une nuit qui avait duré bien plus que quelques heures. Assise dans une salle d'interrogatoire qui sentait le café froid et le papier, j'avais enfin achevé ma déposition. Mes mots s'étaient écoulés avec une clarté que je n'aurais jamais imaginée possible, sans peur, sans la moindre envie de dissimuler quoi que ce soit. Chaque fait, chaque détail de cette machination tordue, avait été mis à plat devant les officiers et l'avocat commis d'office qui m'avait été assigné. Je ne tremblais plus. La peur, qui m'avait étreinte si longtemps, s'était dissoute, remplacée par une étrange sensation de légèreté. Le besoin de me cacher, de me terrer, avait disparu,
emporté par la révélation de la vérité. C'était étrange, cette prise de conscience que la victoire n'avait pas besoin d'être savoureuse, remplie d'une vengeance éclatante. Ce n'était pas Antoine, abattu, les menottes au poignet, qui me procurait cette paix. Non, la vraie victoire résidait dans cette transparence retrouvée, dans la vérité qui, enfin, avait éclaté au grand jour. L'illusion que le triomphe devait s'accompagner d'une satisfaction amère s'était brisée. Il n'y avait pas de place pour l'amertume, seulement pour un immense soulagement. Quelques heures plus tard, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les stores de la salle d'attente, Maxime entra, un léger sourire sur les lèvres. Son visage, marqué par la fatigue, rayonnait pourtant d'une sérénité apaisante. « C'est fini, Céline, dit-il d'une voix douce, s'asseyant à mes côtés. Toutes les accusations contre vous ont été abandonnées. Les preuves de falsification des comptes de Capital Leclerc, découvertes par votre mère et renforcées par le témoignage de Chloé, ont été accablantes pour Antoine. Un poids immense fut ôté de mes épaules. Je fermai les yeux, respirant profondément. « Et Léo » murmurai-je, ma voix encore fragile. Maxime prit ma main. « La garde de Léo vous est légalement confirmée. Antoine n'a plus aucun droit sur lui. La Cour a statué en votre faveur, considérant les actions d'Antoine comme une tentative de déstabilisation et de spoliation. Il a été arrêté et incarcéré, ainsi que le courtier, dont la trahison a été démontrée par les documents trouvés dans le coffre 47. Le nom d'Antoine, de le courtier, résonnait désormais sans le poison d'autrefois. Il n'était plus des menaces, mais des échos lointains d'un cauchemar terminé. Cependant. Dis-je, sentant une légère contraction. Maxime hocha la tête, son regard se faisant plus grave. K est toujours une entité mystérieuse, mais il a été lourdement touché. Le Shadow Syndicate est sous enquête approfondie. Les autorités ont découvert une partie de son réseau grâce aux informations que nous avons fournies, corroborées par Chloé. Son influence est affaiblie. Il ne peut plus agir impunément comme avant. C'est un coup dur pour lui, même si nous n'avons pas encore de nom, de visage. Mais la traque a commencé. Je sentis une nouvelle force m'envahir. K restait une menace, mais il n'était plus intouchable. C'était le début d'une ère nouvelle, où la justice, même si elle avançait lentement, finirait par l'atteindre. Je me levai, attiré par la lumière de l'aube. Maxime me suivit jusqu'à une grande fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. La ville s'éveillait, baignée d'une lueur orange et rose. La tour Eiffel brillait, immuable, un phare d'espoir au milieu de cette nouvelle journée. C'était un tableau d'une beauté saisissante, un symbole puissant de renouveau. Je sentais mon âme se régénérer, se reconstruire, plus forte, plus résiliente. La femme faible et effrayée était morte, et de ses cendres, une nouvelle Céline émergeait, prête à affronter l'avenir. La richesse d'Éléonore Dubois, son fonds d'investissement, Dominion Dubois, était désormais entièrement sous ma gestion. C'était un héritage lourd, non seulement financier, mais aussi de responsabilité. Ma mère avait créé une institution puissante pour protéger notre famille, pour combattre l'obscurité. Et maintenant, c'était à moi de reprendre le flambeau. Quelques jours plus tard, alors que je commençais à prendre mes marques dans ce nouveau chapitre de ma vie, une visite inattendue eut lieu. Chloé Bernard. Elle se tenait devant moi, le visage pâle mais apaisé, vêtue de vêtements simples. Les stigmates de la peur avaient laissé place à une étrange dignité. Céline, dit-elle, sa voix hésitante mais sincère, je voulais vous remercier. Et m'excuser. Pour tout. Je la regardais, sans animosité. La colère s'était éteinte, laissant place à une compréhension silencieuse. Elle avait été une victime, prise au piège de sa propre faiblesse et des menaces d'Antoine et de K. Je pars, continua-t-elle, son regard empli d'une nouvelle résolution. Loin d'ici. Je vais commencer une nouvelle vie. Je dois ça à moi-même, et à ce que vous m'avez montré. Que la vérité est la seule voie. Elle tendit la main, une petite enveloppe blanche. Ce sont les derniers documents que j'ai pu récupérer,
Ils confirment la manipulation des comptes par Antoine et le lien avec K. Ils pourront vous être utiles dans votre lutte. Je pris l'enveloppe, nos doigts se touchant brièvement. Il n'y avait pas de besoin de grandes phrases, pas d'explications superflues. Seulement une acceptation tacite, un pardon implicite. Je compris qu'elle avait vraiment changé, qu'elle avait trouvé sa propre vérité. Merci, Chloé, dis-je simplement, un léger sourire sur mes lèvres. Elle hocha la tête, un faible sourire répondant au mien, puis se retourna et partit. Je la regardai s'éloigner, son pas plus léger, plus décidé. Je restai un instant immobile, sentant une bouffée d'air frais emplir la pièce. C'était une page qui se tournait, un poids qui s'envolait. La route devant moi était encore longue, pleine de défis, mais je n'étais plus seul. J'avais Maxime, un allié loyal et un homme dont la force tranquille m'avait tant soutenu. J'avais Marc, un oncle inattendu, une ancre familiale. Et j'avais Léo, la raison de ma force, mon espoir. Je regardais le soleil de Paris, plus lumineux que jamais, et je savais que, même après la plus violente des tempêtes, un nouveau jour se levait, porteur de promesses et de paix retrouvées. Le soleil filtrait à travers les grandes fenêtres du bureau principal de Dominion Dubois, baignant la pièce d'une lumière douce et prometteuse. Assise à un immense bureau en bois sombre, mon nom gravé sur une petite plaque de laiton, je ressentais le poids et la grandeur de ce moment. Ce n'était plus seulement Céline, la femme rejetée et humiliée. J'étais désormais la directrice générale de Dominion Dubois, l'héritière de l'œuvre de ma mère, Éléonore. Le chemin pour en arriver là avait été semé d'embûches, mais chaque épreuve m'avait forgé, me révélant une force que j'ignorais posséder. Je n'avais plus d'illusions sur la richesse ostentatoire ou le clinquant superficiel. La victoire n'était pas dans l'accumulation, mais dans la construction. Maxime était là, comme toujours, son regard posé sur moi, plein de confiance et de respect. Notre relation avait évolué, passant de l'allié à un partenariat fondé sur une compréhension mutuelle profonde. Il n'était plus seulement le gestionnaire de confiance de ma mère, mais mon égal, mon conseiller, et un ami précieux. Nous devons redéfinir la mission de Dominion Dubois, dis-je, ma voix calme mais empreinte de détermination. Ma mère n'a pas bâti cet empire pour le pouvoir ou l'argent, mais pour défendre des valeurs. Pour créer quelque chose de juste, de transparent. Maxime acquiesça, son regard attentif. Je suis entièrement d'accord. Éléonore avait une vision claire. Elle voulait un fonds d'investissement qui ne soit pas asservi aux caprices du marché ou aux désirs de quelques-uns, mais qui serve une éthique. Nous passâmes des heures à discuter, à ébaucher une nouvelle feuille de route. Nous voulions que Dominion Dubois soit un modèle de probité. L'éthique des affaires, la responsabilité sociale et la transparence seraient nos piliers. Nous parlerions d'investissement durable, de soutien aux entreprises innovantes respectueuses de l'environnement et des droits humains. Le profit ne serait plus la seule boussole, mais une conséquence d'une gestion saine et intègre. Je réalisais que l'héritage de ma mère n'était pas seulement un portefeuille d'actifs, mais un système de valeurs, une responsabilité profonde envers la société et les générations futures. Nous allons nettoyer chaque recoin, ajoutai-je. Il n'y aura plus de zone d'ombre, plus de secrets qui pourraient être utilisés contre nous. La transparence sera notre meilleure arme. Maxime sourit, un sourire rare et chaleureux. Votre mère serait fière, Céline. Elle a toujours cru en votre capacité à comprendre et à poursuivre son œuvre. Ces mots me touchèrent profondément. Je sentais la présence d'Éléonore, non pas comme un fantôme du passé, mais comme un souffle de vie qui m'insufflait courage et direction. Mes journées étaient désormais rythmées par les réunions, les dossiers à étudier, les stratégies à élaborer. C'était un défi colossal, mais chaque petite victoire, chaque décision prise en accord avec les valeurs que ma mère avait défendues, m'apportait une satisfaction profonde. Mais au-delà de la tourmente des affaires, ma priorité absolue restait Léo. Il était le cœur de tout, la raison pour laquelle j'avais lutté avec tant d'ardeur. Chaque soir, après avoir mis de côté les documents et les rapports, je trouvais un moment pour lui. Ces instants étaient sacrés, des bulles de tendresse dans le tourbillon de ma nouvelle vie. Un soir,
alors que nous étions installés sur le canapé, Léo blotti contre moi, je décidai qu'il était temps de lui parler de sa grand-mère, Éléonore. Mon chéri, commençai-je doucement, caressant ses cheveux doux, je voudrais te raconter l'histoire d'une femme très spéciale. Ta grand-mère, Éléonore. Léo leva ses grands yeux curieux vers moi. Mamie Éléonore? La maman de maman? Oui, la maman de maman, répondis-je, un sourire attendri sur les lèvres. C'était une femme très courageuse et très intelligente. Elle était un peu comme une héroïne, tu sais. Je lui racontai l'histoire d'Éléonore, de sa force, de sa sagesse, de la manière dont elle avait bâti Dominion du Bois avec intégrité, protégeant notre famille et luttant contre les forces obscures, comme K. Je lui expliquai qu'elle n'avait pas peur de la vérité, et qu'elle avait tout fait pour nous protéger, même si cela signifiait devoir s'éloigner pour un temps. Je mis l'accent sur son sacrifice, sur son amour inconditionnel. C'était une manière de semer en lui les graines de la fierté, de lui donner des racines solides, de lui montrer que la force ne venait pas de la violence, mais du cœur, de l'intelligence et de la persévérance. Elle a sauvé notre famille, Léo, dis-je, ma voix chargée d'émotion. Elle a tout fait pour que la vérité l'emporte. Léo écoutait attentivement, ses petits doigts jouant avec un bouton de ma chemise. Quand j'eus fini, il resta silencieux un instant, puis leva les yeux vers moi, son regard profond. « Maman, demanda-t-il, d'une voix innocente mais qui résonnait étrangement, est-ce que les méchants gagnent toujours un peu, même si la vérité gagne à la fin ?» Sa question me désarma. Elle était si simple, si directe, et pourtant si profonde. Elle reflétait une maturité surprenante pour son âge, une curiosité pour la justice et la vérité, un esprit courageux qui, je le sentais, venait de sa lignée, de l'esprit d'Éléonore. « Non, mon cœur, répondis-je, le serrant plus fort contre moi. Les méchants peuvent sembler gagner au début, ils peuvent faire beaucoup de mal. Mais à la fin, la vérité est comme une lumière. Elle brille toujours plus fort que l'obscurité. Et les gens courageux, comme ta grand-mère Éléonore, et comme nous nous battons pour que cette lumière ne s'éteigne jamais. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait la complexité de ma réponse. Il n'y avait plus d'illusion sur un monde parfait, mais une acceptation sereine de la lutte nécessaire. Je voyais en lui une étincelle, la même étincelle qui avait animé Éléonore. Ces moments passés avec Léo étaient essentiels. En lui racontant l'histoire de sa grand-mère, je me connectais aussi à ma propre mère, je renforçais le lien invisible qui nous unissait à travers les générations. Je comprenais mieux le sens profond de l'amour maternel, et l'importance de transmettre non pas des richesses matérielles, mais des valeurs, de la force intérieure, la capacité de distinguer le bien du mal et de se battre pour ce en quoi on croit. Alors que les semaines se transformaient en mois, Dominion du Bois commença à prendre une nouvelle forme. Nous lancions des projets innovants, nous soutenions des causes justes, et notre réputation grandissait, non pas par la puissance financière brute, mais par l'intégrité de nos actions. Je sentais que chaque décision que je prenais, chaque pas que j'effectuais, était guidé par l'esprit d'Éléonore. Sa présence n'était pas un fardeau, mais une inspiration constante. Un après-midi, en regardant une photo jaunie de ma mère posée sur mon bureau, je souriais. Je n'étais plus la jeune femme naïve et effrayée. J'étais devenue Céline Dubois, la directrice de Dominion du Bois, une mère aimante et une femme qui avait trouvé sa propre voie, fidèle à son héritage. Je savais que je marchais sur le bon chemin, un chemin de paix, de responsabilité, et d'un amour inconditionnel qui se transmettait, comme un murmure doux, de génération en génération. L'héritage d'Éléonore n'était pas un secret enfoui, mais une lumière vivante, brillante et éternelle, que je portais désormais avec fierté et sérénité. Au lever du jour, alors que l'aube parisienne baignait la ville de ses teintes rosées, ma silhouette se tenait devant les vastes baies vitrées de l'immeuble de la Croix, l'ancien siège de Capital Leclerc. Le chaos de la nuit précédente s'était dissipé, remplacé par le murmure lointain de la vie qui reprenait son cours. Les sirènes s'étaient tues, les agents avaient emmené le courtier, et l'histoire tragique d'Antoine était déjà devenue une affaire classée pour les gros titres. Maxime, se tenant à mes côtés, me tendit un manteau de cachemire léger.
Mon regard se posa sur la vue imprenable, non pas avec triomphe, mais avec une quiétude inattendue, une paix profonde qui habitait mon âme. Il est des victoires qui ne s'annoncent pas par des fanfares, mais par le silence d'une âme apaisée. En regardant Paris s'éveiller, j'ai revu le chemin parcouru, les 10 années qui s'étaient écoulées depuis le jour où j'avais été cette femme que l'on appelait là, divorcée en pleurs, jetée à la rue, sans un sou, sans un espoir. J'avais été celle qui cherchait désespérément un refuge, une main tendue. Aujourd'hui, j'étais cette mère solide, cette femme qui avait su se reconstruire, retrouver sa dignité et bâtir une vie non pas de vengeance, mais de valeur. Cette transformation, cette évolution, était ma plus grande richesse. Je n'étais plus cette Céline naïve et effrayée, mais une femme forte, accomplie et, surtout, en paix. J'avais atteint le sommet de ma maturité et de ma sagesse émotionnelle. Toutes les illusions sur le fait que mon bonheur dépendait des autres s'étaient dissipées, comme la brume matinale sur la Seine. Antoine, dans son aveuglement, avait toujours jugé les êtres par le prisme de leur fortune et de leur influence. Il avait vu en moi, autrefois si discrète et effacée, une simple ornementation, un piédestal sur lequel il pouvait s'élever. Il avait cru que mon manque de moyens financiers, mon apparente fragilité, me rendait malléable, facile à contrôler. C'est là que résidait sa plus grande erreur, sa chute n'ayant pas été provoquée par un adversaire plus riche ou plus puissant, mais par son incapacité fondamentale à percevoir la valeur intrinsèque d'une personne au-delà de sa façade sociale, de son statut apparent. Il n'avait jamais cherché à comprendre qui j'étais vraiment, la force qui sommeillait en moi. Sa suffisance, son arrogance, son mépris pour la femme qu'il avait épousée, l'avaient mené à une fin inéluctable. La véritable déchéance n'était pas la perte de son empire financier, mais l'aveuglement de son âme, l'incapacité à voir au-delà du matériel. Il n'avait pas compris que l'argent et le pouvoir sont des outils, non des mesures de la valeur humaine. Il pensait pouvoir tout acheter, tout maîtriser, y compris les émotions et la volonté d'autrui. Sa confiance en sa propre supériorité était si profonde qu'il ne pouvait concevoir qu'une personne sans son approbation ou son soutien puisse exister, et encore moins prospérer. C'est cette certitude, cette morgue, qui l'avait détruit. Il avait échoué non pas par manque de ressources, mais par une faille psychologique profonde, une lacune dans sa compréhension de la nature humaine et de l'amour. Pourtant, la trahison d'Antoine n'était pas le reflet d'une quelconque faiblesse chez moi. Elle trouvait sa source profonde dans sa propre insécurité, dans cet ego fragile et narcissique qui exigeait constamment d'être nourri, d'être le centre de l'univers. Il avait besoin de se sentir indispensable, le sauveur de celle qu'il avait choisie, l'architecte de son bonheur. Confronté à une femme qui, sous son calme apparent, possédait une force d'âme inébranlable et une autonomie psychologique grandissante, son univers s'était effondré. Ma capacité à me tenir debout seul, à trouver ma propre voie, à ne pas dépendre de lui pour mon identité ou mon bonheur, était une menace existentielle pour son moi fragile. Sa peur de n'être pas assez, de ne pas être le centre d'un monde qu'il croyait contrôler entièrement, l'avait poussé à vouloir dominer, à dénigrer, à tenter d'effacer ma présence, mon individualité. Ce n'était pas ma lumière qui l'avait aveuglé, mais l'obscurité de ses propres doutes, de ses propres failles. Il avait projeté ses propres peurs sur moi, croyant qu'en m'affaiblissant, il se renforcerait. C'était une psychologie tordue, basée sur la domination et la peur, incapable d'apprécier une relation d'égal à égal, basée sur le respect mutuel et l'amour véritable. Il avait besoin de me rabaisser pour se sentir grand, de me contrôler pour ne pas se sentir impuissant. Son besoin d'être admiré et d'exercer un pouvoir absolu était si fort qu'il ne pouvait tolérer l'idée que j'ai ma propre puissance, ma propre dignité. Mais ma victoire, ce jour-là et pour les années à venir, ne résidait pas dans la revanche, ni dans l'humiliation publique de mon bourreau. Elle s'était accomplie dans ma capacité à me redresser, à retrouver ma dignité, ma voix. Je n'avais pas eu besoin de justifier mon départ, de crier mon innocence au monde ou de verser dans l'amertume. J'avais choisi de marcher, de reconstruire ma vie sur des bases solides, ancrées dans mes propres valeurs, l'intégrité inébranlable, l'amour inconditionnel pour mon enfant, et la vérité léguée par ma mère, Éléonore. Ma force véritable n'était pas de détruire Antoine, de le voir souffrir,
mais de préserver mon propre jardin intérieur, de cultiver ma paix et mon intégrité. Il s'agissait d'honorer la mémoire de ma mère en poursuivant son œuvre avec la même droiture et de bâtir un héritage de bienveillance, de justice et d'amour pour mon fils, Léo. Mon chemin n'était pas celui de la destruction, mais celui de la rédemption personnelle, d'une liberté retrouvée, silencieuse et profonde. La véritable grandeur ne réside pas dans la capacité à détruire, mais dans celle à construire, à guérir, à pardonner, et à trouver la paix intérieure malgré les tempêtes. J'avais appris que la vraie victoire est celle que l'on gagne sur soi-même, sur ses peurs, sur ses rancœurs. C'est la capacité de se libérer des chaînes du passé pour embrasser un avenir forgé par ses propres choix et ses propres valeurs. Aujourd'hui, Léo avait grandi. Il était un jeune homme équilibré, intelligent, avec une profonde compréhension de la justice et une fierté immense pour sa mère et sa grand-mère. Il savait la vérité, non pas comme un fardeau, mais comme une source de force et d'inspiration. Nous regardions ensemble l'avenir, un avenir que nous construisions jour après jour sur les fondations solides de la vérité, de l'amour inconditionnel et de la liberté. Ma vie était pleine, riche, non pas de biens matériels, mais de relations sincères, de projets porteurs de sens, et d'une paix intérieure inébranlable. J'avais prouvé que la victoire réelle ne se trouvait pas dans l'exercice du pouvoir sur autrui, mais dans la reconnaissance et la valorisation de sa propre dignité humaine. Tout ce dont j'avais besoin pour être heureux se trouvait en moi et dans l'amour de ma famille. Les illusions que le bonheur dépendait de l'approbation ou de la peur des autres s'étaient définitivement évanouies. La véritable grandeur n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. L'âme se forge dans le silence des épreuves. Quel regard portez-vous sur les batailles silencieuses de la vie? L'histoire de Céline s'achève ici. Que pensez-vous des décisions de Céline? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis toujours attentivement.